Donc, Bruno Bonnell, salut Bruno. Bonjour. Alors, il a plus de voix, Bruno. Et pourquoi est-ce qu'il a plus de voix? Allez sur le compte Twitter de Bruno Bonnell. Vous vous baladez et tout. Bruno, c'est des trucs de ministre. Je te vois faire des discours. Alors, c'est super intéressant, hein, mais j'ai regardé là sur. Donc, on a l'agroécologie. Tu félicites les filières industrielles du Doubs, et puis après, tu félicites les filières industrielles de Bourgogne ou de Franche-Comté, et puis après, tu fais. France 2030 ne se fera pas sans les territoires. Voilà. C'est vrai. Et après, mais oui, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on attendait, tu comprends. Quand je dis est-ce qu'il a été digéré par le système, mais ça, c'est le système, ça. Non, ça, c'est la France. C'est les territoires. C'est là où on doit aller, forcément, pour voir ce qui se passe sur le terrain. Parce que toi, tu es quasiment le seul à continuer, depuis que je te connais, à toujours dire il y a une France qui gagne, il y a une France qui avance, il y a une France qui a du talent. Mais regarde ce qu'on lit dans les journaux. Regarde le détournement, justement, souvent médiatique, d'aller montrer la partie vide du verre. Moi, je regarde la partie pleine. Et je la vois dans les territoires. Je vois des entreprises dans le Cantal. Mais c'est pas ton... Bruno, c'est pas ton job. Il y a une ministre de l'Industrie, il y a deux ministres de la transition écologique, il y a un ministre de l'économie, il y a une ministre des PME. Enfin, bon Dieu, c'est ça que je comprends pas. C'est un travail d'équipe dans lequel le secrétariat général dont je m'occupe, en charge de France 2030, apporte des moyens à ces gens-là. Donc quand ils sont là, moi mon job c'est éveiller, élever, révéler les potentiels français avec les moyens qu'on m'a donnés. Donc ça veut dire évidemment que ça ne rentre pas, c'est pas hors cadre politique, c'est pas du tout une mission politique, c'est pas, mais ça veut pousser cette idée que la France peut rebondir. Donc on n'a pas un discours qui est plat, qui est juste techno ou technique, en disant bah oui, c'est quoi votre bilan d'exploitation, combien vous avez gagné, bah c'est bien, c'est pas bien. C'est l'inverse, c'est l'impact qui nous intéresse, c'est comment on va réveiller tout ce. Non, mais je t'entends, hein, et puis j'ai un immense respect pour toi, mais je suis absolument pas convaincu en fait. Franchement, moi je te pensais dans les laboratoires, je te pensais auprès des entrepreneurs, mais tu fais pas que ça, puisque je te vois au milieu des sénateurs, des gens, voilà, c'est très bien. Comice agricole et tout. Mais parce que les territoires, c'est le double. Quand je pars, prenons l'exemple. Ça veut rien dire les territoires, on est d'accord. Prenons l'exemple de la semaine dernière. J'ai été à Dijon et à Besançon. J'ai visité les installations de l'INSERM sur l'agriculture du futur. J'ai visité Femto, que d'ailleurs je t'invite à vraiment inviter un jour, un laboratoire d'exception à Besançon qui travaille sur la micromécanique. J'ai visité des centres de formation justement aux microtechnologies aussi à Besançon. Je suis la plupart du temps au contact du terrain. Et après il y a des discours plus généraux. Alors c'est peut-être l'écume. C'est l'écume, mais ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, ça te prend... Mais non. T'as 54 milliards quand même à gérer, c'est ça, c'est 54 milliards. 54 milliards. Mais ceci dit, ça prend pas que... C'est essentiel que j'aille au contact de ces gens-là. Pourquoi dire ça prend du temps? Parce que ce que j'ai fait en Bourgogne-Franche-Comté... Parce que tu fais de la représentation. Mais absolument pas. T'es pas dans le laboratoire à discuter avec le gars comme tu rêverais de le faire, en plus j'en suis sûr. Loin des caméras, on n'en a pas besoin de tout ça. Quand je suis dans les labos, il n'y a pas de caméra. J'interroge les gens précisément. Ce labo dont je te parle, il est associé par exemple à un labo de microbiologie où on est en train d'inventer les médicaments du futur, la bioproduction des médicaments anti-cancer du futur, qui associe des micro-robots et des triages de cellules, des trucs de dingue. Et ben moi, c'est ces trucs de dingue que je vais voir. Alors, rentrons dans... parce que c'est génial pour ça, Twitter. Donc, tu as mis en avant une boîte, j'ai été regarder ça, qui s'appelle Iten, c'est ça? Oui, bien sûr. Première micro-batterie. Oui. Le truc a l'air assez génial. L'idée, c'est effectivement des micro-batteries intégrées dans les objets connectés, c'est ça l'idée, voilà, qui remplacent les piles-boutons, etc. Mais qui sont grosses comme une tête d'épingle. Qui sont grosses comme une tête d'épingle, c'est ça. Ça, c'est extraordinaire. Qui peuvent s'injecter absolument partout. Très bon exemple, Iten. Je les ai rencontrés il y a 2 ans et demi. J'étais pas encore en poste. Je les ai rencontrés, on me les a présentés. J'ai dit, c'est formidable, votre technologie, il faut vous aider. Eh bien, aujourd'hui, j'ai les moyens de les aider. On les a d'abord aidés en subvention pour qu'ils commencent à décoller. Là, ils lèvent 80 millions d'euros, dans lesquels SPI, qui est un des fonds gérés par la BPI, pour nous, va investir. Et là, on leur donne les moyens de décoller. Oui. Ils passent d'un stade de labo, où je les ai rencontrés il y a 2 ans et demi, à un stade d'entreprise qui risque de révolutionner justement les piles-boutons. Ah oui, et puis génial. Ce qui est absolument super, c'est que il y a Seb dans l'histoire. Alors, il y a évidemment Seb. Et ça, il y a un industriel en plus qui a tout de suite compris. Donc, un petit électroménager Seb, l'idée de micro-batterie, rechargeable, durée de vie très très longue, etc. Exactement. Okay. C'est sur des technologies, des nanotechnologies qui ont été développées par des laboratoires que aussi France 2030 a financé. Il a fallu demander l'autorisation
l'autorisation à combien de personnes pour faire cet investissement, Bruno? Me dis pas, j'ai demandé à personne. Non, BPI doit valider? Non, Bercy doit valider? Non, le process est beaucoup plus simple que ça. On fait des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projet. Par exemple, là, il y en avait un sur l'énergie. Les gens proposent des idées. Les territoires proposent des idées. Ça, c'est quand même une grande idée de France 2030. C'est plus la France qui est en train d'imposer les idées. On essaie de les faire monter par le bas. Là, il y a des jurys internationaux généralement, et des jurys d'experts qui disent ce projet vaut le coup, ce projet, on pense qu'il n'est pas au niveau. C'est important parce que France 2030, c'est une compétition, c'est de l'excellence. Donc on cherche le meilleur. Et une fois que ces jurys ont tamponné, Combien de temps? allez, on va de 6 semaines à 2 mois. C'est pas mal. Si vite que ça? Mais oui, si vite que ça. C'est pour ça que quand j'entends dire que ça va pas assez vite... Ah oui, là, tu me surprends, là. Je suis Eh toujours non, très effectivement, étonné. 6 semaines, 2 Parce mois, il que n'y a rien à dire. On met, en général, entre le moment où l'appel d'offres est émis et les premiers lauréats peuvent être choisis, oui, on va dire, ça dépend des accélérations, mais de 6 semaines à 2 mois. En tout cas, c'est l'objectif que j'ai posé pour la plupart. Il y avait, dans le temps, il y a eu des choses qui étaient plus longues parce que c'est des plus gros moyens, sur des projets plus lourds, sur lesquels il fallait une contre-expertise. Écoute, quand on donne 500 ou 600 millions à certaines boîtes, on peut quand même prendre 2 mois de plus. Faut revenir Non, mais non, enfin bon, ça après c'est une discussion, je suis d'accord avec toi. Non, si tu veux faire la DARPA, parce que c'est ça le modèle. Non, pas du tout, justement. Alors vas-y, dis-moi. DARPA, vous savez, l'agence américaine de l'innovation, justement, qui prend des paris Oui. et qui décide d'aller très vite avec beaucoup d'argent. Et tant pis si on se prend le mur de temps en temps. Mais ça, on l'a aussi. Mais c'est inclus dans France 2030. Ça s'appelle les fonds de rupture. Il y en a pour 5 milliards sur les 54. On est exactement dans ce modèle. Mais 5 milliards que tu vas essaimer. Non, mais attends, et comment on fait la DARPA? Attends, ça me fait rire. On me dit, faut faire comme la DARPA, mais il faut pas faire comme la DARPA. Je n'essaime pas du tout. S'il faut mettre... Non, elle peut mettre 5 milliards dans un projet. C'est ça la différence. Pas vraiment. Pas vraiment. Vas-y. Généralement, la DARPA, elle commence par mettre quelques millions pour valider le projet. Ça prend déjà un certain temps. Et là, elle voit si le projet va à certains milestones et elle peut décider de continuer ou pas. Il ne faut pas croire que la DARPA met des centaines de millions au départ. Ceux qui mettent des centaines de millions au départ, je vais dire, c'est une structure très particulière aux États-Unis, c'est les venture capitalistes. Bon, ça, malheureusement, on n'a pas le terreau en France pour faire ça. Donc, je mets de côté ces 5 milliards de rupture. Les autres, ce sont des thèmes beaucoup plus génériques, qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt, et dans lesquels, par exemple, il y en a un en ce moment, qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir. On a eu 350 candidats à la dernière relève. C'est-à-dire qu'on a eu 350 centres de recherche, écoles, centres de formation professionnelle, universités, qui ont dit, nous, on a besoin que vous nous aidiez pour doubler, tripler le nombre d'élèves dans nos classes, pour ouvrir des nouvelles classes, pour travailler sur une école de la batterie, pour travailler sur une école de l'hydrogène. Donc on appelle tout ça, et ensuite, avec le jury, on déclenche pour que dès la rentrée prochaine, il soit opérationnel. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Oui, mais tu vois, Bruno, c'est ça le truc. Et encore une fois, pardon, on est passionnés tous les deux. C'était pas ça qui était vendu. C'est-à-dire, le paradoxe immense quand même de toute cette histoire, quand tu as été nommé, donc c'était fin janvier, là, Ouais. tu dis on va casser la logique des fameux plans d'investissement à venir, là, les PIA. Oui. Il faut savoir quand même, sur le grand emprunt de Sarkozy, donc il y a combien de temps 12 ans. Il y a 12 ans, il reste 20 milliards qui n'étaient pas dépensés, c'est ça l'idée. Hein, Oui, 15 milliards. Ouais. C'est ahurissant, on est d'accord. Oui, mais c'est bien pour ça qu'on a changé. Et en quoi est-ce que tu brises la logique là? Parce que on la brise. c'est la logique que eux-mêmes décrivaient, c'est-à-dire des comités qui valident, des appels à projets. C'est de l'argent public, une somme considérable qui est confiée par l'Assemblée nationale. À l'heure où l'argent est précieux, c'est normal qu'on ait à rendre des comptes de cet argent public. On n'est encore une fois pas un VC. On n'est pas là. Non, rendre des comptes, c'est un autre sujet. Je te demanderai quels sont tes KPIs et quelle est ta garantie de succès, enfin quels sont tes critères de succès. Mais c'est la vitesse de déploiement. Mais la vitesse de déploiement, elle est... Attends, on a engagé, depuis que je suis en poste, 12 milliards sur les 54. C'est pas mal déjà. Mais pourquoi est-ce que je lis, toi-même 10 ans, le rythme c'est 5 milliards par an? Non. Alors, il y a une nuance entre les engagements et les décaissements. D'accord. Alors, ça, c'est la comptabilité publique. Ok. L'engagement, c'est ce qu'on dit. On dit, on va vous confier 10, 15, 20 milliards. Ça peut être sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que les projets prennent quand même de maturité. On est d'accord. Oui, il n'y a pas besoin de décaisser Il y en a D'accord. 12 sur les 54 qui ont été engagés, dont des monstres. Hein. En 6-8 mois, là. Oui, depuis que je suis en poste, et dont des monstres.
Par exemple, quand on met 2,1 milliards sur l'hydrogène sur 10 boîtes, c'est un gros monstre. Hein. Personne n'a mis autant dans l'hydrogène, en tous les VC confondus, en France, que France 2030. Alors là aussi, raconte-moi le processus, justement. J'ai vu ces 2 milliards sur l'hydrogène, ça m'intéresse. Eh ben, là, tu te fais valider par qui, là? Alors, appel à manifestation d'intérêt sur l'hydrogène, Nouvelles Énergies, dans le cadre des énergies renouvelables. Ça, c'était après ta nomination? Après ma nomination, on lance cet appel. Cet appel émerge avec différents dossiers. Il y a le dossier Symbio à Saint-Fond, dans le Rhône. Il y a le dossier Faurecia, sur 2 sites, dont un dans le Rhône et puis un autre dans le... Équipementier automobile, hein, Forcia, enfin l'ancien Forcia, voilà. Forvia maintenant. Donc, sur les réservoirs à hydrogène, qui sont importants. Et puis il y en a d'autres. Il y a Plasticomium, par exemple. Bon, ces gens-là ont tous présenté des dossiers. Ces dossiers sont passés par des critères de sélection, exactement ceux que j'ai viens de décrire, avec des jurys. Attends, il y avait une trentaine de dossiers au départ. Forvia, ils ont besoin de toi. Ils lèvent de l'argent comme ils veulent, Forvia, bon Dieu. Tout le monde... Non mais attends, 50% des budgets de France 2030, 50% sont par la loi dédiés aux ETI, PME et petites structures. Par définition. Le reste va soit sur les grosses structures, plus grosses structures, qui mettent en face... les montants qu'on leur apporte. D'accord. En fait, on les dérisque. Ils mettent autant d'argent. On ne finance pas 100% du risque. Donc, ça veut dire on finance en gros entre 25 et 40% du risque suivant les cas. On va dire 30 en moyenne pour être clair. C'est-à-dire qu'on a un effet de levier sur chaque euro qui est mis dans l'État. Il a un effet de levier de 4. Donc c'est intéressant. Et ça, il faut que ce soit tamponné par ministère de l'Industrie, il faut que ce soit tamponné par Bercy, il faut que ce soit tamponné par... Parce que je lis, tu as 4 copilotes. Oui. ANR, je sais pas, Agence nationale de la recherche. Pour tous les projets de recherche. ADEME, donc tous pour les projets de transition écologique. Caisse des dépôts et consignations, BPI. Voilà. Mis à part BPI, qui a fait la preuve de sa capacité à aller vite. C'est pas vrai, l'ADEME. Caisse des dépôts, ADEME. Mais ça peut aller très très vite, ça dépend de la pression qu'on met derrière. Demande par exemple sur l'ANR. Agence nationale de la recherche. Nous avons des concours qui s'appellent iInnov, iLab, iPhD, qui sont destinés évidemment au monde de la recherche. Ils les opèrent. On a plusieurs centaines de candidats par an qui reçoivent des bourses qui vont de 200 000 balles à 2 millions en général, pour que des labos puissent continuer à faire leur recherche fondamentale, à faire vraiment des progrès dans la recherche, qui est l'initiateur de transfert de technologie vers des entreprises demain. Oui. Donc, arrêtons de dire que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai encore été à la remise des prix il y a 2 mois à peu près, où on a bien vu que ça fonctionne, ça tourne, et ça marche très bien. On vient de finir les IDEX, c'est-à-dire les financements. 30 millions d'euros par université. 30 millions d'euros par université pour aussi long qu'il faudra. C'est pas beaucoup, 30 millions. Mais c'est énorme pour des universités, pour qu'elles puissent se structurer, qu'elles puissent développer de laboratoires. Par université, 30 millions d'euros par université. Bon, on vient de finir ce programme de 12 ans, ce qui est plutôt performant. Tu dis appel à projet. Oui. Est-ce que ça, c'est pas une forme de verre dans le fruit? Appel à projet, ça veut dire que, en fait, tu t'obliges d'une certaine manière à dessiner l'avenir. Tu es obligé de passer par des appels à projet? Tu ne peux pas faire des paris... On fait des appels à manifestation d'intérêt, ce qui est différent. C'est-à-dire qu'on dit... Il n'y a pas d'appel à projet proprement dit. Il y a aussi des appels à projet parce qu'il y a des besoins spécifiques. Je te donne un exemple. Si par exemple on dit, et malheureusement brûlant d'actualité, on ne dispose pas de technologie de mini-lanceurs pour l'espace suffisamment sophistiqué. Pourquoi? Parce qu'il nous faut installer des constellations de façon souveraine, que les Allemands s'y sont mis, les Italiens s'y sont mis, et cette grande idée de l'Europe spatiale, elle commence à faire un peu de la compète. Les gros lanceurs, ils sont ensemble, les petits lanceurs, c'est chacun pour soi, et Dieu pour tous. Eh bien, là-dessus, on fait un appel à projet, parce qu'on dit on a besoin de micro-lanceurs. On vient de distribuer 65 millions d'euros la semaine dernière à des petites boîtes, dont Sirius, par exemple. Et ça, c'est pas faire des batailles qui sont déjà perdues. Mais non. Parce que dans France 2030, il y avait cette idée justement qu'on allait se projeter vraiment sur le futur. Pas essayer de rattraper un retard qu'on rattrapera jamais. Je vais t'en citer. Mais pourquoi? Alors, sur les micro-lanceurs, on est pas en retard. Le quantique. Le quantique, on a 5 entreprises qui essayent de faire un calculateur quantique. Le fameux monsieur Aspect qui a eu le prix Nobel. Eh bien, 2 entreprises sont concernées. Une qui s'appelle Pascal et une qui s'appelle Candela. Candela et Pascal ont développé, sur les théories de monsieur Aspect, 2 technologies très compliquées que j'aurais du mal à t'expliquer. Ils me l'ont expliqué, je t'assure, ils me l'ont expliqué. J'ai toujours pas compris. Non, mais c'est là où effectivement le comité d'experts est indispensable. Oui, mais bien sûr. Non seulement on soutient ces 2 boîtes, mais on soutient ces 3 autres petites copines
qui font d'autres technologies ensemble. C'est-à-dire que là, on fait un pari en blanc, on dit on n'a aucune idée si c'est de la thermodynamique, de la photonique, du laser ou de l'électronique qui va résoudre le problème du calculateur quantique, on les aide tous. Là, on fait un vrai pari. Et c'est un pari en centaines de millions d'euros. Donc, et là, on accepte totalement, dans France 2030, c'est écrit d'ailleurs dans notre doctrine, on accepte que le risque soit absolu, c'est-à-dire qu'on puisse tout perdre. C'était un point important, ça. Ah, c'est capital. Le droit à l'échec. Oui, il y a 3 sujets sur France 2030. Il y a un, ça doit être incitatif, c'est-à-dire qu'on doit financer ce qui n'est pas finançable. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, si on n'est pas là. Voilà. 2, transformateur, c'est-à-dire que ça doit avoir un effet transformateur sur les technologies, les process ou les formations. Et 3, on assume totalement l'idée qu'on peut perdre les mises que nous mettons. Alors, c'est là où j'ai un problème avec les 2 milliards sur l'hydrogène. C'est finançable, l'hydrogène? Pas du tout. Alors, c'est vrai, t'as personne en face là. Non, mais bien sûr qu'on est en face, puisque si on met 2 milliards, je te dis, il y en a 8 ou 9 qui sortent. Mais la question, c'est que les gens considèrent que c'est encore dans des zones de risque très importantes, et que par exemple, pour quelle mobilité? C'est une vraie question aujourd'hui. Ce sont les camions, les bateaux, les trains, les voitures. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas une question de mobilité, c'est une question de décarbonation de l'industrie. C'est ça la vraie grosse. C'était la première sujet. Pour quelle mobilité? Après, décarbonation de l'industrie. Ça sous-entend de transformer des usines entières qui fonctionnent actuellement avec d'autres systèmes. Non, mais ça veut dire que c'est tous les capex qui sont immobilisés dans ces usines-là. C'est énorme. Les gens doivent faire une croix dessus et passer à l'autre. C'est un risque énorme. D'où l'idée que l'État intervienne pour dérisquer en grande partie, faire des démonstrateurs, montrer que ça marche, et puis progressivement aller vers... il y aura une législation à un moment donné qui permettra... Il faut leur rappeler que ça ne pourra juste plus marcher. Donc on anticipe le fait que les technologies soient opérationnelles. Non mais donc, c'est pas magique. Tu sais, moi j'ai une conviction. C'est qu'on est en métamorphose. Mais je le pense vraiment. C'est-à-dire qu'on passe d'une société qui est la chenille fossile vers le papillon électrique. C'est toute ta vie en plus, ça. C'est toute ma vie. J'ai toujours pensé. Donc ça veut dire... Oui, mais ce que je sais, c'est que c'est douloureux. Une métamorphose, et on le vit dans notre quotidien. Et en même temps, il y a 2 forces contradictoires en permanence. C'est la force de résistance au changement et la force de l'utopie. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et l'État, là, est un régulateur intéressant. Parce qu'il permet de dire, on peut faire des paris, comme tu dis. Moi, j'appelle pas ça des paris, mais j'appelle plus ça du dérisquage. On peut dérisquer les gens qui vont de l'audace. Donc il faut avoir de l'audace. Mais les gens, ils ont en jeu beaucoup, beaucoup d'argent. Les entreprises ont beaucoup d'argent de CAPEX. Et disent, non mais écoute, ça marche pour le moment. Et donc, soit on intervient par la régulation. Tu veux dire ça marche pour moi? C'est-à-dire qu'ils te disent, viens pas me bousculer. Mais oui, ils disent oui, c'est pas pour tout de suite. Oui, voilà, moi, c'est ça, oui, d'accord. De discussion avec des constructeurs automobiles, il y a 3 ans. Non, pardon, il y a 5 ans. Le gros constructeur automobile commence par un R. Pas le même management que celui d'aujourd'hui. Qui me disait, mais la voiture électrique, c'est pour 2050. Non, tu peux... Enfin bon, bref. Si ça commence par un R, tu peux pas dire ça de celui qui a été le premier à lancer la voiture électrique en 2008 quand personne n'en parlait. Écoute, moi, je t'assure que la discussion qu'on avait avant, c'était Target 2050. Et aujourd'hui... En l'occurrence, il avait peut-être pas tort. La voiture électrique, c'est un sujet en soi. On va laisser de côté. Non, ce qui m'intéresse... on peut laisser de côté tous les sujets. Non, c'est pas ça. Mais la voiture électrique... Ah non, alors allons-y sur la voiture électrique. 2 millions de voitures électriques construites en France d'ici 2030. Heureusement que l'État est là pour le faire. Parce que l'État a pris des décisions. C'est-à-dire... Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Non. C'est le réglementaire, peut-être un peu irresponsable, qui t'oblige à rentrer dans une course de vitesse sur la voiture électrique. Mais sinon, tu aurais pu tranquillement faire monter en puissance la voiture électrique. Et pourquoi pas investir sur des moteurs thermiques à 1 litre au 100 L'État fait du réglementaire, mais avec France 2030, il accompagne sur... Les constructeurs de batteries, il accompagne sur les poses dans les différents endroits où c'est nécessaire de bornes de recharge électrique, les formations à l'électricité dans tout le pays, donc il accompagne. Donc c'est vraiment un État. Moi, je n'ai pas de rôle d'aménagement du territoire, mais je constate que le territoire, ça aménage avec ces nouvelles technologies. Dans ce que tu as dit, là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est donc tu décrivais les 2 forces contradictoires, l'habitude et l'utopie. Oui. Et tu ne veux pas te faire avoir par l'utopie non plus? Bien sûr que non. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le côté on fait tout en blue sky. Parce qu'on a des responsabilités de centaines de milliers de personnes qui bossent, qui ont besoin de se reformer. Il y a un temps. Il faut intégrer le temps là-dedans. Bien sûr que moi aussi, tu connais mon caractère. Je serais plutôt du genre à dire allez, on tourne la page et on passe à autre chose. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que quand tu as plusieurs centaines de milliers de personnes qui travaillent sur le thermique aujourd'hui et qui voient qu'aujourd'hui les commandes déjà commencent à chuter. Je pense à tous les sous-traitants automobiles. Oui, bien sûr. Et on les reforme. On va leur proposer des solutions. Oui, mais ça, encore une fois, ça c'est pas France 2030. Mais t'as un ministère du Travail, t'as un ministère de l'Industrie, t'as dans les régions, t'as les OP4, enfin t'as des tas
t'as 1000 feuilles pour faire ça. Mais bien sûr. Mais il faut aussi qu'il y ait une espèce de côté dedans. Même en France 2030, moi j'en suis l'entraîneur. Hein. J'en suis l'entraîneur. C'est-à-dire que la France 2030, c'est tous les gens que tu viens de citer aussi. C'est-à-dire que c'est de dire, coordonnons toutes nos actions pour le faire. Si tu te retrouves avec des centaines de milliards à un moment donné, mais sans les femmes et les hommes qui sont capables de produire notamment cette nouvelle réindustrialisation, ça ne marchera pas. Quels seront tes critères de succès? C'est quoi les KPIs, hein? On parle comme ça sur Bismart. Les KPIs de Bruno Bonnell. Nous, on les définit par rapport à l'impact qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retour sur investissement économique comme investi traditionnel. On aimerait mieux que ça marche, tant mieux si ça marche. Mais on n'investit que 15% des 54 milliards en fonds propres. Le reste, ce sont des subventions, des avances remboursables ou des commandes publiques. Ouais. Donc on ne peut pas raisonner en retour sur investissement, sinon on serait peu performant vu la taille de tout ce qu'on fait. Par contre, c'est évidemment l'impact sur l'emploi, surtout dans des territoires particuliers. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment redéveloppé des usines, le nombre de brevets. Donc on a développé un ensemble qui sera présenté, je suis juste un peu en avance de phase, à la fin du mois de novembre, un ensemble de critères qui donnent un indice de performance, mais qui vont de combien on a réussi à reséduire d'étudiants en sciences, par exemple, ou de femmes dans les domaines de l'ingénierie, jusqu'à, effectivement, les impacts carbone qu'on a pu avoir sur des transformations. Mais ça veut dire qu'il faut que tu en aies déjà alors des KPIs. Moi, je pensais que tu allais me répondre, on verra dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. On est obligé de faire une base zéro. Moi, je pense qu'il n'est pas bon de ne pas pouvoir mesurer ce qu'on fait. Ah, mais ça, c'est clair. Ça serait pour le coup complètement déraisonnable de dire c'est pas grave, on va dépenser puis on verra bien dans 10 ans. Ça, c'est le domaine de l'utopie que j'aime pas. Moi, je pense qu'il faut montrer que progressivement, on a bien un certain nombre d'indicateurs qui bougent dans le domaine de la décarbonation, dans le domaine de l'emploi, de l'interruption. Mais alors, attends, Bruno, question iconoclaste pour un responsable politique. Est-ce que l'emploi est encore un bon critère? Non, c'est le travail qu'il est. Moi, j'en suis persuadé. Je pense que l'emploi... Parce que je voyais notre chère ministre, Madame Borne, donc sur le plan hydrogène, nous parler de je ne sais plus combien, enfin bref, des dizaines de milliers d'emplois. Mais il n'y a personne de toute façon pour... Enfin, on est en crise de recrutement absolument partout. Est-ce qu'on doit toujours avoir comme critère de base la création d'emplois? Il faut en lire une lecture des gens qui ne veulent pas se laisser être au bord de la route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'angoisse, quand on te dit tout va être électrique demain, l'angoisse, elle est chez tous les gens qui font du thermique. Quand on dit tout va être électrique demain, l'angoisse est dans tous les gens qui font du gaz ou qui font du charbon. Ok, mais tu me parles de transformation d'emploi, bien sûr. pas forcément de création. Ah mais attends, j'intègre la transformation de l'emploi. Ouais. Mais derrière ça, il y a aussi le grand sujet du travail lui-même. Aujourd'hui, les gens veulent faire du télétravail, ont compris qu'ils pouvaient vivre différemment, hors des métropoles, etc. Moi, je pense, c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec toi quand tu souris, quand je dis France 2030 et les territoires, parce que je pense que on va voir revenir les villes moyennes comme des forces de travail effectives. On va les voir revivre. En tout cas, de ce que je peux en constater aujourd'hui, je découvre beaucoup de talents d'innovation dans les villes moyennes et des gens qui disent finalement, je suis bien là parce que grâce au télétravail, je peux communiquer avec tout le monde. Grâce à la capacité de mobilité, je peux faire des choses. On est en train de transformer en profondeur notre pays. Et on ne peut pas juste dire, ça viendra juste de milliers. Mais non, mais Bruno, je souris pas quand tu me parles des territoires. Au contraire, non, je suis effondré. Parce que ça fait 25 ans que je suis l'actualité économique, 25 ans que j'entends ça. Ça a toujours été la même mécanique. D'une volonté, et Dieu sait que la tienne est forte, qui à un moment se délite parce qu'il faut en donner à tout le monde. Voilà. Parce qu'on ne peut pas faire des choix forts, parce que tous les corps de l'administration veulent avoir leur mot à dire sur ce que tu fais. Tu sais que j'ai commencé ma carrière dans les années 80 à Lyon. Années 80 à Lyon. Absolument. Eh bien, j'ai toujours dit, s'il n'y avait pas eu le TGV, j'aurais été obligé de venir à Paris. Parce que ce n'était pas Lyon d'aujourd'hui. Dans les années 80, on est d'accord. Lyon était une ville de province brouillardeuse et sympathique. Et après, il y a eu l'évolution de cette métropole de façon remarquable. Eh bien, de la même manière, aujourd'hui, il y a des gens qui sont à Aurillac, qui font par exemple une boîte qui s'appelle Biome à Aurillac, qui fait de la bioproduction de produits particuliers, qui est remarquable. Est-ce que c'est pensable d'imaginer qu'ils vont rester à Aurillac? Non. Oui. Oui. Mais non. Tu vois. Mais tu crées pas un champion mondial quand tu es à Aurillac. Tu verras et tu constateras que. Parce que justement, tu n'as pas le TGV. Non, mais il lève de l'argent. Non, mais tu dis toi-même le sujet, en fait, c'est un sujet. Je suis d'accord avec toi. C'est un sujet d'infrastructure. Aucun problème. Tu serais ministre des infrastructures, aucun problème. Mais tu l'es pas. Non, mais c'est pas un problème. Aujourd'hui, les infrastructures, elles s'appellent également la télécommunication, elles s'appellent la fibre, elles s'appellent les satellites. Et aujourd'hui, on a changé de monde d'infrastructures. D'où on réveille des territoires qui étaient
été inattendu ou endormi. Et j'en suis intimement persuadé. Je pense qu'il ne faut pas... Bon. Si tu considères effectivement que notre pays est en transformation profonde, il faut qu'on fasse comme un pack. Tu vois, il faut que tout le monde se mette, les ministres, les organisations socio-professionnelles. Moi, quand je fais mes réunions qui te paraissent un peu politiques, qui ne le sont pas parce qu'elles sont autour des préfets, donc elles sont d'abord administratives, et qu'on réunit le monde socio-économique d'un territoire en leur disant « prenez la main ». Sur les initiatives d'innovation de votre territoire, bah oui, on les réveille, on les secoue et ils font partie du PAC. Et c'est ça que je veux porter comme parole quand je me balade, comme tu dis. Mais je vois beaucoup de labos. Est-ce que les députés, Bercy, etc., veulent te piquer une partie? J'ai lu qu'ils aimeraient bien te piquer une partie de tes 54 milliards. Là. Mais c'est le jeu du budget, il est toujours de dire... il peut attendre un peu, il y a de l'argent là, voilà. etc. Et tout. T'as quoi comme garantie? Qu'est-ce que tu peux nous offrir comme garantie en béton qu'ils n'iront pas puiser dedans? Mais c'est simplement la loi. Ça a été voté au PLF l'année dernière. C'est inscrit dans la loi. Il n'y a pas de crainte pour l'argent qui a été réservé pour ça. Je pense par contre qu'il y a une distinction. Un gouvernement, une France, ça doit s'occuper à la fois de la France de près et de la France d'après. Moi, mon job, c'est la France d'après. Évidemment qu'il y a plein de sujets à régler en instantané par le budget. Bien sûr, mais ça, c'est pas l'affaire des 54 milliards. C'est pas moi. Voilà, exactement. Et tu le diras si à un moment il commence à pomper dedans et qu'on s'en rend pas compte? Mais je le dis tous les jours parce que tous les jours il y a des essais sympathiques pour faire financer des choses qui ne sont pas de chez nous. Et il ne faut pas croire que tout est rose dans la gestion du secrétaire général. Il y a des moments où on a des discussions. C'est pour ça qu'on reporte à la Première ministre et c'est pour ça qu'on travaille en interministériel. C'est justement pour avoir la puissance de discuter avec eux. À la fin, c'est elle qui décide, Elisabeth Borne. Si vraiment il y a un arbitrage à prendre, c'est elle. C'est la chef du gouvernement et le secrétaire général pour l'investissement. Est un peu un ministre. Non, on n'est pas un ministère. On n'est pas un ministère. C'est une direction d'administration centrale. Bon. Et c'est vrai que souvent on voit les ministres en France, qu'on voit leur visibilité politique et on ne voit pas qu'il y a un monde absolument incroyable d'efficacité, contrairement à ce qu'on dit, qui est l'administration centrale. Et on la caricature trop souvent, à mon avis. Pour la vivre de l'intérieur, je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont très engagés, très compétents et qui, évidemment, qui participent sous l'impulsion des gouvernements, qui participent à cette transformation. C'est pas simple, mais on va y arriver. T'es heureux? Très heureux. Moi, je suis ravi. J'apprends tous les jours. On s'était vu juste après ta nomination, là. T'étais enthousiaste, hein. C'était beau, c'était formidable. Je suis toujours aussi enthousiaste que franchement, je me rends compte qu'en France, je sais pas pourquoi ce drôle de pays est une source d'innovation incroyable. Et je dis... Oui, mais d'innovation, oui, mais tu comprends, on aime tellement les oursons. On adore les oursons, on adore l'innovation des petits, on adore tout ça. Mais toi, tu es là pour construire des trucs énormes, on est d'accord. Et on en construit, parce qu'on a parlé de 2 milliards sur l'hydrogène, on n'a pas parlé des 4 milliards et demi sur l'électronique également, pour donner des chips souverains partout. On n'a pas parlé des milliers de personnes qu'on forme sur la batterie. Non, il y a un catalogue de choses qui sont à la maille, qui font que France 2030, c'est quand même une initiative unique de ce gouvernement. Bruno Bonnell était notre premier invité sur Bismart.